Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est « Ce qu'il y avait sur l'image » de Philippe Lechermeyer et de Charlotte Gastaud des éditions Thierry Magnier. Bonne écoute. Cela faisait maintenant 8 jours que Jabbar montait chaque matin sur une des collines qui dominaient la ville, observant les chemins escarpés, longeant les précipices dans l'espoir de voir arriver la caravane. Dans cette contrée désertique, l'eau était si rare qu'elle suffisait tout juste à cultiver de quoi subvenir aux besoins de la population. Tout le reste, tissus, soieries, parfums et encens, était apporté par la longue caravane de chameaux qui passait 2 fois dans l'année. La première, lorsque la lune n'était encore qu'un fin croissant presque invisible, la seconde, alors qu'elle s'étalait de toute son opulence dans le ciel. Pour la plupart des gens, la caravane permettait d'échanger les récoltes contre du sel et d'autres produits, mais pour Jabbar, qui n'avait pas de parents, c'était le seul moyen de gagner sa vie et il en tirait l'essentiel de ses revenus. Il achetait des marchandises à la caravane, puis se mettait en route pendant plusieurs semaines afin de les revendre dans des villages isolés, dans des endroits encore plus inaccessibles que la ville où il habitait. Il n'avait pas vraiment choisi ce métier. Quand il n'était encore qu'un enfant, il se rendait souvent dans l'échoppe d'un souffleur de verre et il observait longuement l'artisan qui travaillait la pâte incandescente pour la transformer en fioles et en flacons. Jabbar aimait alors se réfugier dans la chaleur de l'atelier et regarder les ombres créées par le souffleur. Elles dansaient le long des murs, elles prenaient des formes étranges et grotesques, parfois inquiétantes. Il aurait aimé apprendre ce métier, mais l'artisan céda son commerce à son fils et celui-ci chassa Jabbar, le laissant sans ressources. Jabbar avait besoin de la caravane pour vivre. C'est pourquoi son cœur se mettait à battre un peu plus fort que celui des autres habitants et qu'il éprouvait un grand soulagement quand il apercevait les premiers chameaux. Ce jour-là, une fois que la caravane eut franchi les murs de la ville, il retrouva son fournisseur habituel. Ce dernier fit défiler devant lui une grande quantité d'images, des petites, des plus grandes, en papier fin et fragile ou sur un parchemin épais et grossier. Certaines gravures étaient grises et ternes, d'autres colorées comme un tigre dans une oasis. Elles représentaient des animaux sauvages qu'on n'avait jamais vus dans ces contrées, éléphants, girafes, rhinocéros, ou encore des créatures fantastiques comme des licornes, des centaures. Il y en avait également où figuraient des princes, des sultans, d'autres encore où étaient dessinés des palais merveilleux, de magnifiques 3-mâts, des scènes de combat. Jabbar acheta l'ensemble. Les images étaient belles et sans doute les vendrait-il sans trop de difficultés, ce qui lui permettrait de vivre jusqu'au prochain passage de la caravane. Le soir, en regagnant la pièce creusée dans la roche qui lui servait d'habitation, il tria rapidement ses nouvelles gravures, car l'une d'entre elles l'avait particulièrement intrigué. À la lueur de la lampe à huile, il observa l'image avec attention. On y voyait une princesse aux yeux de velours et aux cheveux d'ombre, richement parée de fines soieries. Les traits de la miniature étaient si délicats, les couleurs si profondes, qu'on s'attendait à voir la princesse cligner des yeux et se mettre à parler. Jabbar resta interdit. Jamais il n'avait contemplé un être aussi beau et aussi doux. Au bout d'un moment, il put enfin se dégager de la fascination
qu'exerçait la princesse et découvrir un autre personnage sur l'image. Sans doute s'agissait-il d'un prince ou d'un dignitaire du royaume, mais on ne distinguait pas ses traits. Il avait la main tendue vers la princesse et lui offrait une rose. « Quel heureux homme !» pensa Jabbar. « C'est bien le moindre hommage qu'il puisse rendre à une femme aussi belle. Même la lune doit être jalouse de sa beauté. » La nuit fut agitée, l'image était imprimée dans son esprit et il lui suffisait de fermer les yeux pour la voir apparaître. Il s'imaginait alors que la princesse s'adressait à lui, qu'ils riaient ensemble et qu'elle lui proposait une promenade dans des jardins verts et fleuris, autour de palais qui ressemblaient à ceux qu'il avait vus sur les autres gravures. Le lendemain, le réveil fut difficile. À la place de palais et de jardins somptueux, il découvrit la modeste paillasse sur laquelle il dormait. Malgré sa fatigue, il fallait qu'il organise son départ. Il trempa sa tête dans l'eau glacée, mais même ceci ne réussit pas à détourner ses pensées de la princesse aux yeux de velours. Avant de quitter la ville, il chercha le vendeur de gravures pour le questionner. L'homme était en train de soigner son chameau. Il contempla l'image. Sûr de son effet, il prit le temps de répondre. « Cette princesse est la fille du sultan. On dit que c'est une des plus belles femmes que les étoiles aient jamais pu contempler. Elle est aussi connue pour sa douceur et sa générosité. Seulement, elle a autant de prétendants qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Ce n'est pas un petit colporteur comme toi qu'elle choisira pour époux. Quant à l'homme qui lui offre une fleur, je n'ai aucune idée de qui il peut s'agir. Sans doute un de ces nombreux soupirants. » Jabbar remercia le marchand pour son renseignement. Il n'était même pas vexé par sa remarque. Cela tombait sous le sens qu'une femme aussi belle, aussi noble, ne s'intéressa pas à un homme de sa condition. Il rangea précautionneusement l'image avec les autres et se mit en route. Le moment où Jabbar quittait l'atmosphère bruyante et poussiéreuse de la ville pour se retrouver sur les sentiers escarpés qui menaient vers les hauts plateaux était toujours un peu angoissant. En un bref instant, il se retrouvait seul, entouré d'un paysage rude et désertique, et il savait qu'il pouvait s'écouler plusieurs jours avant qu'il ne rencontre âme qui vive. Le plus souvent, il croisait des serpents qu'il voyait ondoyer sur le sable ou encore des scorpions qui se prélassaient sur une pierre chauffée par le soleil. Si les journées étaient d'une chaleur accablante, les nuits pouvaient se révéler glaciales. Jabbar se réfugiait alors dans le renfoncement d'une roche, à l'abri du vent et s'enroulait dans une épaisse couverture de laine. Au bout d'une dizaine de jours, sur une crête si haute qu'elle se confondait avec le ciel, il aperçut le premier village. Les enfants se précipitèrent pour le rejoindre, puis les habitants sortirent sur le pas de leur porte. L'arrivée de Jabbar chargé de marchandises était toujours un événement et le doyen du village avait généralement le privilège de l'accueillir. Comme à l'accoutumée, il le reçut avec cérémonie sans pour autant réussir à masquer son impatience. « Prends place, Jabbar. Je vais te faire apporter du thé et des gâteaux. Pendant ce temps, ma fille te préparera une chambre pour la nuit. »« Merci, que Dieu récompense ton hospitalité, » répondit Jabbar, heureux de pouvoir s'installer confortablement après son long voyage. Il raconta d'abord les derniers événements importants. Les occasions étaient rares pour les villageois d'avoir des nouvelles du reste du royaume, et ils s'étaient tous rassemblés autour de lui. Une fois leur curiosité rassasiée,
Jabbar fit circuler ces images en recommandant à chacun le plus grand soin. À la vue des gravures représentant des animaux lointains ou extraordinaires, les enfants ouvraient de grands yeux surpris et effrayés. La licorne produisait toujours son effet, même les adultes étaient impressionnés et certains se poussaient du coude pour marquer leur intérêt ou leur désapprobation. Le vieil homme prit le temps de faire son choix. « Je vais acheter cette miniature, » dit-il d'une belle voix grave. « C'est un portrait du père de notre souverain. Son règne fut bon et généreux, sans guerre et sans famine. Son image permettra d'honorer sa mémoire en ma maison. » Jabbar enroula délicatement l'image et la noua avec un fil de lin. Le vieil homme désigna également la gravure qui représentait la jeune princesse. « Je crois, reprit-il, que je vais aussi prendre cette gravure. Ton prix sera le mien. De ma vie, jamais je n'ai vu personne aussi belle. »« Elle n'est pas à vendre, » répondit Jabbar. « En es-tu sûr ? Je peux t'en donner beaucoup d'or, plus d'or que ceux que tu gagnerais en plusieurs voyages. N'insiste pas, » dit Jabbar avec fermeté, qu'il ne se connaissait pas. « Cette miniature n'est pas à vendre, même pour tout l'or du monde. » Le voyage de Jabbar se poursuivit sans dommage. Ses affaires étaient encore plus prospères que les années précédentes et sa marchandise rencontrait un vif succès. Mais, à chaque fois que l'on voulait lui acheter la miniature représentant la princesse, il répondait qu'elle n'était pas à vendre même pour tout l'or du monde. Jabbar arrivait à la moitié de son périple et il se réjouissait de visiter un village dont il appréciait particulièrement l'accueil. Mais cette fois-ci, aucun enfant n'accourut pour lui faire fête et les volets et les fenêtres restèrent clos quand, habituellement, on ne fermait même pas les portes à clé. Le chef du village vint le rejoindre pour lui conseiller de partir rapidement. Il parlait avec précipitation, comme s'il craignait un grand danger. « Jabbar, quitte le village immédiatement. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Depuis quelques semaines, une bande de brigands et d'assassins traverse la région et s'attaque aux villages isolés comme le nôtre. Ils volent le bétail, brûlent les récoltes et prennent toutes les richesses qu'ils trouvent sur leur passage. Retourne d'où tu viens. Personne n'ouvrira sa maison pour te recevoir. Les gens ont peur. » Jabbar, qui s'inquiétait pour son commerce, chercha à convaincre le chef du village et sortit de sa besace sa plus belle gravure, celle de la princesse aux yeux de velours et aux cheveux d'ombre. « C'est la fille du sultan !» s'écria le chef du village. « La bande d'assassins l'a enlevée. Certains racontent qu'elle n'est plus en vie. Au ciel, Jabbar, écoute mon conseil et rentre chez toi. La région est devenue bien trop dangereuse. » Malgré ses conseils, Jabbar poursuivit son chemin, mais partout où il passait, il ne rencontrait que méfiance et portes closes. Les chiens aboyaient à son passage, les mères poussaient leurs enfants à l'intérieur des maisons, et dans un village plus au sud, on lui jeta même des cailloux. Il avait le plus grand mal à acheter de quoi manger, plus personne ne lui accordait l'hospitalité, et il en était réduit à dormir dehors, à l'écart des habitations. Un soir, alors qu'il finissait un morceau de pain sec, il aperçut des lueurs un peu plus haut sur le flanc de la montagne opposée. « Qu'est-ce que cela peut être ?» se demanda-t-il. « À ma connaissance, il n'y a aucun village de ce côté. » Des éclats de voix, une rumeur lointaine parvenait à ses oreilles. Poussé par la curiosité, il traversa la nuit et la montagne
Mais plus il approchait, plus son instinct le poussait à se faire discret. Ce qu'il vit, ce n'était pas un village, mais un rassemblement d'au moins d'une centaine d'hommes, tous armés d'un long cimeterre. Des chevaux aux naseaux fumants étaient regroupés contre les parois rocheuses des montagnes, et le bétail avait été rassemblé plus loin. Pas de doute, se dit Jabbar, c'est cette bande d'assassins dont on m'a parlé. Ils avaient installé leur bivouac autour de plusieurs feux et ils se préparaient à passer la nuit dehors. Cependant, au milieu du campement, Jabbar distingua 2 magnifiques tentes de Damas, tressées de perles scintillantes, de fils dorés et de morceaux de miroir. Au bout d'un moment, il vit sortir de la première tente un homme richement paré, le sabre serti de pierres précieuses. De la seconde, comme une apparition, se glissa la princesse aux yeux de velours et aux cheveux d'ombre. Celui qui devait être le chef des brigands se tourna vers elle. « Ma patience n'a que trop duré. Tu m'épouseras ou tu périras. Je le jure sur le tranchant de mon sabre. » « Mon père a payé la rançon. Tu avais donné ta parole. Il t'a payé. Tu dois me libérer. » répondit la princesse avec fermeté, mais d'une voix aussi douce que le murmure d'un ruisseau. « Crois-tu que j'allais me contenter de l'argent de ton père ? Tu te marieras avec moi, de gré ou de force, » dit le brigand avec violence. « Et cela, pas plus tard que demain. » En entendant ces paroles, la princesse se détourna et regagna sa tente. « Que faire ?» se demandait Jabbar. Celle dont il portait l'image sur lui depuis plusieurs semaines, celle qui avait envahi son cœur se trouvait à quelques mètres de lui. Autour d'elle, les hommes les plus vils, les plus sanguinaires de la région. Il fallait la libérer avant le lendemain, avant que le chef des brigands ne l'épouse. Celui qui n'a pas de force use de patience et d'intelligence. Jabbar attendit longtemps, si longtemps qu'il vit les étoiles faire une grande partie du trajet qu'elles accomplissent chaque nuit dans le ciel. Il observait l'homme assis à côté du feu chargé de surveiller le campement. Enfin, la tête de l'homme dodelina et roula sur sa poitrine. Il s'était endormi. Jabbar fut rapide comme le renard quand il surgit de derrière le rocher. Il se glissa vers la tente de la princesse. Sans faire un seul bruit, sans frôler un seul des brigands qui dormaient à même le sol. Une fois à l'intérieur, il écarta les tentures de brocart qui entouraient son lit. Elle était devant lui, les traits détendus malgré le danger. Il la réveilla avec douceur. « Pas un mot, chut, je suis là pour vous libérer. » Ils se glissèrent entre les brigands aussi légèrement que des papillons de nuit et se retrouvèrent derrière le rocher d'où Jabbar était parti. « Qui t'envoie ? Est-ce que c'est mon père ?» demanda la princesse. « Non, je vous expliquerai tout cela plus tard. Faites-moi confiance. Fuyons avant que l'on découvre votre évasion. » Il détacha un pur sang gris pommelé pour s'éloigner du campement, mais il hennit bruyamment, réveillant le reste du troupeau. Immédiatement, les brigands se relevèrent, saisissant leurs sabres. Jabbar et la princesse n'eurent que le temps de monter en croupe sur le cheval qui les avait trahis pour partir par le chemin escarpé qui longeait le précipice. Les brigands se scindèrent en 2 groupes afin de les piéger et, rapidement, Jabbar et la princesse se retrouvèrent cernés, n'ayant que quelques rochers et un tas de bois sec pour se protéger. « Nous sommes perdus, » dit la princesse.
ton courage a été fabuleux, digne des plus grands princes, mais je crois qu'ils sont trop nombreux. » Et, même en prononçant ces paroles, elle restait calme et douce, comme si aucun malheur ne pouvait s'abattre sur elle, comme si sa beauté la protégeait du mal. Jabbar sentit que la situation était désespérée, ils allaient se faire prendre et que sans doute on le tuerait pour avoir osé défier ces hommes sans scrupules. Mais avant cela, il voulut tenter une dernière chose. « Rassemblez ce bois pendant que je m'occupe du cheval, » dit-il. La princesse s'exécuta et Jabbar fixa une branche bien droite sur la tête de l'animal. Puis il alluma le reste de bois sec qui s'embrasa rapidement. Enfin, il poussa le cheval vers le chemin en lui lançant des cailloux pour qu'il se dirige vers les brigands. Les flammes projetaient une lumière intense sur les parois rocheuses où l'image du pur sang se dessinait. Ce n'était plus seulement l'ombre d'un cheval, mais celle, monstrueuse, d'une licorne, telle qu'elle apparaissait sur la gravure que vendait Jabbar et qui provoquait toujours l'effroi quand il la montrait. Pareil aux ombres qui l'amusaient quand il était enfant et qu'il jouait dans l'atelier du souffleur de verre, les contours de l'animal fantastique dansaient sur la montagne rocheuse. L'effet fut immédiat, dépassant les espérances du colporteur. Les brigands restèrent d'abord figés par la surprise, puis la terreur les envahit et ils se dispersèrent dans tous les sens, persuadés qu'une véritable licorne se dirigeait vers eux. Jabbar et la princesse attrapèrent 2 chevaux et galopèrent toute la nuit, sans s'arrêter et sans prononcer le moindre mot. À l'aube, à l'heure où l'on confond le chat et le fennec, ils s'arrêtèrent devant une immense demeure que Jabbar n'avait jamais vue malgré ses nombreux voyages. On les accueillit sans demander qui ils étaient, ni d'où ils venaient, et ils s'endormirent fourbus, sans même savoir où ils se trouvaient. Tard dans la matinée, le chant d'un rossignol tira Jabbar de son sommeil. Sur son lit, on avait posé des habits d'une soie fine et légère. Il les enfila tout en découvrant la chambre où il avait dormi. Elle était d'un luxe inouï, tout comme le reste de la demeure. Il se promena à travers les couloirs recouverts de tissus somptueux et jonchés de tapis. Le jardin était à l'image de l'ensemble. Des fleurs embaumaient l'air frais, des fontaines bruissaient d'une musique douce et enchanteresse. « Suis-je dans un rêve ?» se demandait-il à chaque pas. Il foula avec volupté une herbe verte et grasse, puis il aperçut la princesse au fond du jardin. Il se dirigea vers elle et remarqua que tout comme lui, elle était parée de riches soieries qui mettaient en valeur ses yeux et ses cheveux. Elle sourit à sa vue. Il prit le temps de cueillir une rose et avança lentement vers elle. Avant même qu'elle ne prononce une parole, avant même qu'il n'évoque sa libération et leur fuite, il comprit que la scène qu'il vivait correspondait exactement à la miniature qu'il chérissait. La princesse, c'était elle. Le jeune homme, c'était lui. Et la rose, il la tenait dans sa main. La princesse cligna des yeux avec langueur. Ils vivaient tous deux ce qu'il y avait sur l'image. Et, si l'histoire s'achève ainsi, celle de Jabbar et de la princesse aux cheveux d'ombre et aux yeux de velours ne fait que commencer. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.